Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. On vous voit pas, mais on vous entend. Voilà. S'il y a des personnes qui nous ont déjà rejoints pour notre webinaire, eh bien, je vous remercie de nous rejoindre, Charlotte et moi, et peut-être de nous faire un signe euh, pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous pour ce webinaire d'aujourd'hui. Super, merci. Qui concerne aujourd'hui un thème particulier dans la santé mentale qu'on aborde assez peu, c'est les indicateurs, hein, le choix des indicateurs de performance en matière de santé mentale. C'est un sujet ambitieux, c'est vrai, parce qu'il demande à la fois d'être axé sur la santé mentale et le bien-être, et puis en même temps d'être axé sur la performance, les indicateurs, et comment on va être capable vraiment concrètement d'évaluer notre incidence en fait à améliorer la santé mentale dans nos organisations. Donc Charlotte et moi-même avons le plaisir d'animer cette intervention qui va se dérouler en trois parties. La première partie, on va exposer quelques chiffres hein, pour contextualiser et puis identifier les enjeux. Puis Charlotte abordera la question des outils et vous présentera en fait un choix d'outils que vous pourrez faire. Enfin, nous conclurons en synthétisant avec les idées forces, ou en tout cas peut-être les éléments clés qui pourront vous permettre de cheminer à partir d'aujourd'hui, à partir de demain dans vos organisations avec les informations qu'on aura pu vous donner. Pendant ce chat, vous pouvez évidemment poser toutes les questions, enfin pendant ce webinaire, pardon, vous pouvez poser toutes les questions sur le chat juste à côté. Si nous ne pouvons pas répondre en direct, on gardera un petit temps à la fin pour aborder vos questions en live. Mais en tout cas, toutes les questions qui seront indiquées en chat, eh bien, elles seront conservées et nous y répondrons plus tard. Et Positive View s'efforcera de répondre le plus précisément à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez pas, quelles que soient vos questions, de les poser dans le chat. Enfin, vous avez un sondage à la fin de ce webinaire auquel nous vous invitons auquel nous vous invitons à participer parce que ces données sont toujours intéressantes pour améliorer nos process. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et que donc à présent, puisque nous sommes à 11h03, nous allons aborder le sujet. Ce webinaire se termine à midi au plus tard. Nous allons commencer. Et je vais laisser Charlotte se présenter. Alors, je m'appelle Charlotte Morin, bonjour à tous, et je suis psychologue du travail et je travaille en collaboration avec Positive View et je suis enchantée aussi de faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Et donc pour ma part, je suis Sabrina Varvara, je suis psychologue clinicienne et intervenante en prévention des risques psychosociaux dans les organisations. Et j'ai énormément de plaisir de pouvoir apporter mon expérience sur ce sujet si pointu. En effet, la santé mentale, bon, bah, tout le monde ici est au courant hein, que c'est un sujet important parce qu'il y a un enjeu éthique, évidemment, il y a aussi un enjeu réglementaire, on ne va pas se le cacher, mais au-delà de ça, on a tous une responsabilité morale parce que on sait bien que la santé, ça nous appartient à tous et que si on veut être cohérent dans une organisation et penser performance au travail, ça ne peut pas se faire sans un minimum de bon sens. Et le bon sens ici, ça va être de conserver des collaborateurs et nous-mêmes en bonne santé mentale. Donc, c'est un paysage effectivement professionnel en constante évolution. Vous le savez certainement. Je ne sais pas quel âge vous avez en tant que RH ou responsable, mais vous recrutez certainement des salariés de tous âges et effectivement, vous vous rendez compte que le rapport au travail, mais le rapport aussi au bien-être au travail évolue et que donc ici, il est question de relever les défis de l'année 2024, mais aussi les défis de l'année 2025 car il s'agit de proposer une organisation qui soit attractive. Puisque les managers associés au RH vont venir vraiment une articulation, hein, une cheville ouvrière de la qualité des entreprises à conserver les talents au sein de leur entreprise en étant des facilitateurs du bien-être. Donc, est-ce que vous savez qu'une entreprise qui
déploie une démarche QVCT, en fait, a 4,6 fois, on va dire, allez, 5 fois plus d'employés engagés, c'est-à-dire qu'ils ont des employés, mais qu'ils vont vraiment avoir cette force qu'on recherche tous, d'avoir des employés qui sont engagés, qui sont vraiment avec une volonté de faire leur travail dans la notion que vous souhaitez aussi cultiver, c'est-à-dire un travail qui a du sens et un travail qui produit. 88% des salariés, ils estiment que la priorité, c'est le bien-être au travail. Donc, si vous n'abordez pas ce sujet, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, soit la plupart des collaborateurs vont rentrer dans une psychologie d'inconfiance vis-à-vis de leur manager, mais surtout les nouveaux recrutés vont vite disparaître parce que pour eux, c'est un sujet majeur et qu'il n'est pas rationnel ni professionnel pour un manager, pour des RH et pour des dirigeants de ne pas aborder directement et de façon structurée et outillée le bien-être et la santé au travail. Voilà. Donc, on vous y encourage parfaitement. La dernière petite bulle vous indique évidemment que le risque, c'est que les collaborateurs se désengagent si cette dimension n'est pas suffisamment bien abordée. Donc, la santé au travail et les critères de performance pour la santé au travail conduisent à des critères de performance dans vos structures. Au niveau intrapersonnel, nous allons aborder quels sont les outils qui peuvent permettre aux personnes individuellement d'aborder leur propre santé mentale, mais aussi interpersonnel, le climat social, comment on fonctionne ensemble, évidemment, ça a vraiment un impact à ce niveau-là, et puis au niveau organisationnel, institutionnel, on pourrait dire, avec tous les process RH de fidélisation, d'engagement, de motivation et de parcours au sein de votre entreprise. Les collaborateurs et vos cercles de partenaires dans cette démarche, parce que vous n'êtes pas seul et tant mieux pour vous, parce qu'il s'agit pour vous d'être aussi coordinateur d'une équipe qui permettra de mettre en place cette santé mentale au travail, les indicateurs et tous les outils de bien-être au travail. Bien, il y a, pour commencer, le salarié, donc il est très important de l'inclure immédiatement dès son recrutement ou dès le prochain entretien individuel, d'aborder avec lui la notion de bien-être au travail. Charlotte en parlera tout à l'heure. La direction, si vous faites partie de la direction et si vous avez aussi des N+1, N+2 jusqu'au top management, il est très important de les impliquer dans cette démarche. Évidemment, le médecin du travail, puisque c'est le premier acteur de la prévention de la santé au travail. Les managers de proximité qui ont un rôle de capteur d'informations et de diffuseur d'informations au sein des organisations. Et évidemment, le RH, le directeur RH ou le système, le service des ressources humaines qui est vraiment là pour alimenter quelque part les managers et peut-être aussi faire une sorte de veille sur ce sujet pour permettre à tous ces partenaires d'être suffisamment bien coordonnés et d'évoquer quel est le sens d'une politique de santé au travail, de santé mentale. Donc la QVCT, le bien-être, la performance, en fait, tout ça, eh bien, ce ne sont pas des gros mots, ce sont des mots qui fonctionnent bien ensemble. Et oui, on fait le pari aujourd'hui de vous faire entrer dans l'équipe que bien-être et performance sont des mots qu'on peut dire dans la même phrase pour aller dans la même direction. Et qu'il y a évidemment des liens à faire entre la QVCT et la performance. Être bien dans son travail, c'est être capable de bien travailler. Et être capable de bien travailler, c'est aussi un facteur de bien-être au travail. Donc, tout ça est cohérent et fonctionne ensemble. Nous allons maintenant, grâce à Charlotte, pouvoir évoquer ça plus en détail. Tout à fait. Donc maintenant, nous, on va se concentrer sur le choix des bons indicateurs de performance. Les répercussions de la santé mentale et de la qualité de vie et des conditions sur le travail appellent à une sélection judicieuse d'indicateurs de performance. Ces indicateurs, ils doivent permettre d'évaluer l'efficacité des politiques de bien-être au travail, de détecter les signes avant-coureurs de détresse psychologique et d'orienter les actions préventives. Alors, comment définir les objectifs de la qualité de vie au travail? Donc, définir ces objectifs, c'est une étape qui est essentielle, fondamentale, pour orienter les efforts d'une organisation vers l'amélioration du bien-être des employés.
Ça inclut une démarche qui va être structurée et réfléchie, qui permet d'assurer que les initiatives de la QVT, finalement, sont non seulement alignées avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, mais répondent également aux attentes et aux besoins des employés. Alors, on va voir comment développer cette partie cruciale en 4 étapes. La première étape va être la compréhension des besoins des employés. Avant tout, il est vraiment essentiel de recueillir des informations précises sur les attentes, les préoccupations, les suggestions, les besoins des employés concernant leur qualité de vie au travail. Et ça, on peut le réaliser à travers des enquêtes, des sondages, souvent anonymes, qui permettent une expression plus large de vos employés. Ce sont des outils qui sont vraiment efficaces pour recueillir des feedbacks honnêtes sur divers aspects de la qualité de vie au travail, comme l'équilibre vie pro, vie perso, le niveau de stress ou encore les relations interpersonnelles. On peut aussi avoir recours à des groupes de discussion qui se traduisent par des sessions organisées avec des employés de différents niveaux hiérarchiques pour discuter ouvertement des améliorations potentielles et des défis spécifiques liés à la qualité de vie et aux conditions de travail. On peut ensuite réaliser des entretiens individuels qui sont des entretiens avec les employés pour comprendre leurs expériences personnelles et recueillir des suggestions d'amélioration. La deuxième étape va consister à s'assurer de l'alignement des objectifs de la qualité de vie au travail avec les stratégies globales de l'entreprise. Donc ça va impliquer premièrement une analyse stratégique. Donc là, évaluer la manière dont les objectifs de la qualité de vie au travail peuvent soutenir les objectifs à long terme des entreprises, comme l'amélioration de la productivité ou encore la réduction du turnover. Ça implique également l'engagement de la direction, car bien évidemment, finalement, si on obtient l'engagement de la direction, ça permet de garantir le fait que ces initiatives QVT vont recevoir les ressources, mais aussi l'attention nécessaire à leur bonne mise en place. Et puis, il est aussi nécessaire d'intégrer ces objectifs QVT dans les plans d'affaires pour s'assurer que ces objectifs, finalement, sont intégrés dans les plans d'affaires et les stratégies de développement pour une mise en œuvre qui va être cohérente, soutenue et qui va s'inscrire dans le temps. La troisième étape, c'est la définition des objectifs spécifiques. Donc là, on se base sur le modèle SMART. Il nous faut des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, par exemple, si on met l'accent sur la santé mentale, un objectif spécifique pourrait être une réduction de 20% des cas rapportés de stress, d'anxiété au travail dans les 12 prochains mois. Si on prend l'exemple de l'équilibre vie pro-vie perso, ça pourrait être d'accéder à une augmentation de 30% des employés qui vont utiliser des options de travail à distance, de télétravail, d'ici la fin de l'année. Et pour l'exemple de l'engagement des salariés, ça pourrait être comme objectif l'amélioration de 15% du score d'engagement des salariés mesuré par le prochain sondage annuel. Enfin, la quatrième étape consiste à planifier maintenant et à mettre en œuvre ces objectifs de QVT. Donc, quand on les a définis, il est crucial d'élaborer un plan d'action qui va être détaillé. Ce plan d'action détaillé, il doit inclure les stratégies et les actions spécifiques à mettre en œuvre. Donc, par exemple, le développement de programmes précis comme des ateliers de gestion du stress ou encore la mise en place d'une politique de télétravail. C'est important aussi de venir évaluer les ressources nécessaires. Donc, le budget, le personnel, la technologie qui vont être requis pour la mise en œuvre efficace des initiatives de la qualité de vie au travail. Et enfin, le choix des indicateurs, bien sûr, de performance est essentiel pour mesurer avec efficacité et précision les progrès qui sont réalisés vers l'atteinte des objectifs de la qualité de vie au travail. Donc, en adoptant cette approche méthodique en 4 étapes pour définir les objectifs de la QVT, les organisations peuvent créer un environnement de travail où les employés se sentent valorisés, engagés, soutenus, ce qui contribue largement à la réussite aussi globale de l'entreprise. Maintenant,
on va faire un point sur les 6 champs d'action de la qualité de vie et des conditions de travail. Cette compréhension de ces 6 champs d'action, elle est cruciale pour développer une stratégie de bien-être au travail efficace et inclusive. Donc on va voir comment ces champs peuvent être évalués et améliorés dans une organisation. Le premier champ, c'est le management participatif. Donc, ça met l'accent sur l'implication active des employés dans le processus décisionnel et dans la vie de l'entreprise. Ça crée un sentiment d'appartenance et ça renforce l'engagement des collaborateurs. Donc, pour évaluer ce champ, on peut avoir recours à des enquêtes satisfaction. Ces enquêtes elles permettent de mesurer la perception des employés quant à leur capacité d'influence sur la décision et sur les décisions qui affectent le travail. On peut mettre en place également des réunions de retour, de feedback, donc organiser des sessions régulières où les employés ont l'espace finalement d'exprimer leurs idées, leurs suggestions. Et puis, les indicateurs qui peuvent être utilisés sont les indicateurs de mise en œuvre, donc pour suivre le nombre de suggestions d'employés, quels sont en fait le nombre des suggestions émises par les employés qui ont été mises en place par la direction. Le deuxième point, c'est les relations de travail. Donc, ça concerne la qualité des interactions entre les collègues et puis la présence aussi d'un soutien social. Ces relations positives, elles sont essentielles pour maintenir un environnement de travail qui est sain. Donc là, on peut réaliser des enquêtes sur le climat social. Ça permet d'évaluer, d'avoir une vision de la perception des employés concernant les relations interpersonnelles au sein des équipes et au sein de l'entreprise. On peut venir mesurer également le taux de conflit. Donc, ça nous permet d'évaluer la fréquence et la gestion de conflits dans l'entreprise. Et enfin, on peut mettre en place des programmes de mentorat ou encore des team building qui nous permettent de suivre la participation et l'efficacité des initiatives qui visent à renforcer la cohésion d'équipe. Le troisième point, c'est le contenu et l'organisation du travail. Donc, ce champ, il examine comment le travail est organisé et les tâches sont réparties, en veillant bien sûr à l'équilibre entre les responsabilités et l'autonomie des salariés. Donc là, on peut passer par une analyse de la charge du travail pour évaluer finalement l'équilibre des charges et prévenir le surmenage. On peut réaliser également des évaluations de poste, donc analyser régulièrement la description du poste et s'assurer qu'elle reflète les tâches réelles. Donc il n'y a pas de grande différence ou de différence trop impactante ou de différence tout court entre le prescrit et le réel. Et enfin, on a la flexibilité des horaires qui nous permet de mesurer l'accessibilité à l'utilisation des arrangements de travail flexibles par les employés. Pour le quatrième point, on retrouve la santé et les conditions de travail. Donc, bien sûr, la santé physique et mentale des employés doit être une priorité avec des mesures préventives contre les maladies professionnelles et le stress. Donc là, on peut venir mettre en place des programmes de bien-être, des programmes de santé, de bien-être et suivre le taux de participation et d'efficacité. On peut également avoir recours à des rapports sur les conditions de travail. Donc, il s'agit de faire des évaluations régulières sur les lieux de travail pour s'assurer qu'ils soient sûrs, sécuritaires et ergonomiques. Un indicateur qui peut nous aider également dans cette démarche, c'est de suivre les absences pour des raisons de santé. Analyser les motifs d'absence et identifier les problèmes potentiels de santé au travail va nous donner des indicateurs qui sont vraiment cruciaux. En adoptant finalement cette approche méthodique pour définir les objectifs de la qualité de vie au travail, les organisations, elles peuvent créer un environnement de travail où les employés vont se sentir valorisés, soutenus, et ça va contribuer donc à la réussite globale de l'entreprise. Ensuite, on a tout simplement l'égalité professionnelle. Donc, ça va être lié à l'égalité des genres, la diversité au travail, qui est essentielle pour promouvoir aussi un environnement qui est équitable pour tous. Donc là, on peut avoir recours à des audits d'égalité et de rémunération. Donc, comparer tout simplement les salaires entre les genres et les différents groupes hiérarchiques pour identifier et corriger les écarts. On va également avoir des programmes de diversité et d'inclusion.
ça va nous permettre d'évaluer l'efficacité des programmes qui sont destinés à donc promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Et on peut également donc regarder les statistiques sur la diversité présente dans l'entreprise en suivant finalement la composition démographique de l'entreprise pour s'assurer qu'elle reflète une diversité d'origine et de perspective. Ensuite, on va retrouver donc ce 6e champ qui est les compétences et le parcours. Donc là, on va parler des opportunités de développement, d'évolution professionnelle qui vont contribuer à la satisfaction des employés au sein de l'entreprise. Donc ça peut passer par des plans de développement individuel. Donc là, il s'agit d'offrir des perspectives d'évolution et de développement des compétences aux salariés de façon individuelle. On peut venir regarder, analyser le taux de promotion interne pour mesurer la fréquence à laquelle les employés vont évoluer au sein de l'entreprise. Et enfin, les formations et éducations qui vont nous permettre de suivre l'investissement de l'entreprise dans la formation continue et aussi sur son impact sur les parcours professionnels des employés. Ces 6 champs d'action, finalement, ils nous permettent de mettre en œuvre des stratégies qui vont être plutôt ciblées et donc de suivre les progrès au fur et à mesure du temps. Ce qui est très important, comme vous l'aurez compris, je pense, c'est d'inclure donc à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. C'est essentiel pour obtenir finalement une évaluation qui va être complète de la qualité de vie au travail. Ils vont nous offrir une vision d'ensemble qui va nous permettre de mesurer en fait l'efficacité de la qualité de vie au travail, d'identifier les domaines qui nécessitent des améliorations, comme ces 6 champs de la QVT, et puis de guider des décisions stratégiques. Les indicateurs quantitatifs, ils nous fournissent des données qui vont être mesurables et objectivement vérifiables, comme des statistiques, sur les différents aspects de la QVT. Donc, ils sont souvent utilisés pour suivre le progrès au fur et à mesure, établir et identifier les tendances. Donc, on peut avoir, par exemple, le taux d'absentéisme ou encore le taux de turnover, le nombre de participations à des formations ou le taux d'accident de travail. Quant aux indicateurs qualitatifs, donc là, eux, ils vont capturer vraiment l'expérience subjective du salarié, les perceptions, les opinions, les besoins des salariés concernant le travail et l'environnement de travail. Donc, ils nous fournissent un contexte et une compréhension plus profonde au-delà des chiffres des indicateurs quantitatifs. Donc, par exemple, on peut avoir la satisfaction au travail, la perception de l'équilibre vie pro-vie perso, le sentiment d'appartenance ou encore les feedbacks sur les initiatives mises en place de qualité de vie au travail. Donc, finalement, ces 2 types d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, ils nous permettent d'obtenir cette image qui est vraiment globale, holistique, de la QVT. Et ils sont indissociables de l'un et de l'autre. Alors maintenant, on va regarder de plus près les outils de collecte et de mesure qui doivent être choisis vraiment avec précision. Donc, premièrement, comme je vous le disais, c'est la précision et la pertinence des données. Il faut sélectionner, il est important en tout cas, sélectionner des outils capables de fournir des données qui sont précises et pertinentes pour les objectifs de votre analyse. La fiabilité des données est vraiment cruciale pour formuler des stratégies d'intervention qui seront donc efficaces. En deuxième lieu, il est vraiment important aussi d'assurer la protection de la vie privée et que vos outils respectent ces normes de confidentialité et de protection des données personnelles. Parce que vos employés doivent bien évidemment se sentir en sécurité pour partager ces informations, ces opinions, ces besoins. Ensuite, troisième point, ils doivent être faciles d'utilisation, tant pour les administrateurs que pour les participants. Une interface conviviale, facile à utiliser, intuitive, va encourager de fait une participation plus large. Quatrième point,
ils doivent être intégrés au système existant. Ils doivent pouvoir en tout cas s'intégrer à des systèmes existants pour permettre une analyse qui va être cohérente des données sur différentes plateformes. Et enfin, le feedback continu. Donc, il est important d'opter pour des outils qui vont nous faciliter la collecte de données dans le temps. Donc, la collecte de feedback continu, suivre l'évolution finalement de ces objectifs et de ces initiatives QVT au fil du temps. Maintenant, on va regarder un petit peu les outils traditionnels, dont je vous ai pas mal parlé finalement, et les outils innovants. Donc, dans les outils traditionnels, on va retrouver les plateformes d'enquête et de questionnaires en ligne. Donc, par exemple, vous avez SurveyMonkey ou encore Google Forms qui sont assez connus. C'est des plateformes qui permettent de créer des enquêtes personnalisées avec une variété de questions, donc questions à choix multiples, des échelles de notation, des réponses ouvertes. Donc, elles offrent également des analyses de résultats en temps réel et la possibilité de générer des rapports. C'est assez idéal finalement pour mesurer les sentiments des employés sur des sujets comme l'équilibre vie pro, vie perso, le niveau de stress, la satisfaction au travail, et ça tout au long de l'année. Ensuite, on va retrouver les entretiens et les groupes de discussion. Donc, il s'agit d'organiser des sessions avec un facilitateur, un médiateur, pour discuter ouvertement des expériences de travail, des préoccupations et des suggestions d'amélioration. Donc, ça nous permet d'avoir des insights profonds, des feedbacks sur les problèmes spécifiques à l'organisation et une compréhension du coup nuancée avec plusieurs acteurs des besoins des employés. Au regard des outils innovants, on a tout ce qui est solutions de bien-être et suivi de stress. Donc, ces solutions, elles offrent des sessions de consultation psychologique, comme Positive You par exemple, des méditations, des exercices de respiration ou de suivi de l'activité physique, du sommeil, ce qui va contribuer finalement à la gestion du stress et à l'amélioration de la santé mentale. Elles peuvent être proposées aux employés comme étant une partie d'un programme de bien-être pour encourager donc des habitudes de vie plus saines et réduire le stress. Ensuite, on va avoir les plateformes de feedback continu. Donc ça, ce sont des plateformes qui permettent de recueillir des feedbacks des employés de manière donc continue et qui offrent des questionnaires assez courts, réguliers, pour évaluer en fait finalement l'engagement, la satisfaction et encore d'autres aspects de la QVT. Elle nous fournit, c'est intéressant parce que ça nous fournit des données en temps réel et au fur et à mesure sur la santé mentale des collaborateurs et la qualité de vie au travail. Et elle permet également d'identifier des tendances, en tout cas des domaines qui vont nécessiter une attention ou des actions qui vont être plus poussées. Donc voilà pour la présentation de ces outils traditionnels et innovants. Nous allons continuer et je vais repasser la parole à Sabrina. Voilà, merci Charlotte pour cette présentation qui est très détaillée et qui effectivement donne la possibilité aussi peut-être de repérer ce que vous participant à ce webinaire, vous pouvez peut-être repérer ce qui existe déjà dans vos organisations, ce qui pourrait exister, ce que vous pouvez mettre en place sur du court terme avec pas beaucoup d'efforts finalement, et puis peut-être des points qui vous paraissent là beaucoup plus difficiles à mettre en place pour des raisons qui vous appartiennent, peu importe, mais en identifiant déjà ce qui vous paraît rapidement faisable et d'autres points beaucoup plus a priori difficiles à mettre en place, ça vaut le coup pour vous là de faire un peu une sorte d'état des lieux spontané de ce qui vous apparaît au fur et à mesure des éléments que Charlotte a pu exposer, de pouvoir évoquer déjà de vous à vous-même ce qui vous paraît adapté et voire même peut-être des choses qui vous ont interpellé. Et on pourra en parler tout à l'heure dans les questions. N'hésitez pas déjà d'avoir ce regard sur vous, sur vos organisations, sur vos possibles, sur vos politiques aussi, hein, de bien-être santé, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous avez le sentiment qu'il est possible d'aller, et à quel moment est-ce que vous vous dites non mais là nous n'irons pas. Et ben
Nous pourrons en parler là tout à l'heure quand on fera un petit point. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce qu'on a réservé un temps d'échange ensemble, Charlotte, moi avec vous, pour aborder et vous aider à creuser certaines questions qui pourraient se poser aujourd'hui. Donc en fait, pour rassembler toutes ces informations que nous avons évoquées aujourd'hui avec vous, il s'agit de cultiver des choses. Donc on n'est pas sur un temps parfois qui est bah tiens, je vais mettre ça à midi et puis à 1h30 cet après-midi tout sera réglé. Non, évidemment. Nous sommes sur un temps qui est dans le court et moyen terme, des choses que vous pouvez engager immédiatement, efficaces assez rapidement, Charlotte en a parlé, avec des plateformes, et puis il y a des choses qui nécessitent un petit peu plus de temps, et notamment, point très important, c'est d'affilier, de faire adhérer toute la ligne hiérarchique à cette politique et cette intention que mettre en place des indicateurs, une stratégie, une démarche outillée dans le bien-être et la santé mentale au travail, c'est facteur de résultats aussi dans les critères de performance. Donc la performance pour des critères de santé mentale, parce qu'ils sont évalués, choisis, identifiés et évalués, eh bien correspondent aussi à une grille qu'on pourrait mettre un petit peu en superposition, en juxtaposition, c'est la grille des facteurs du bien travailler, c'est-à-dire de la performance au travail aussi. Donc ça peut être intéressant aussi de voir la performance de la qualité de vie au travail aussi comme étant une sœur, une démarche complètement jumelle avec une évaluation de la performance de vos indicateurs de travail. Donc ça, c'est une suggestion et c'est aussi peut-être un moyen pour vous d'aller faire adhérer la ligne hiérarchique parce qu'il est bien évident que ce type de procédure doit se mettre en place avec l'adhésion, j'ai envie de dire corps et âme, de la ligne hiérarchique. Pour quelles raisons? Je vais vous en parler dans le troisième point que je vous présente ici. Mais avant ça, évidemment, vous avez bien compris qu'il s'agit donc de mettre en place une culture du bien-être, de choisir les indicateurs, de choisir ce que vous souhaitez faire pousser comme première culture, on va dire, dans votre organisation, et puis l'associer à une deuxième culture, une culture sur une autre dimension peut-être, pour que tout ça devienne des complémentarités en fait de plusieurs axes de mise en route de comment j'améliore la santé mentale dans mon organisation et surtout d'y affiler à chaque fois des acteurs au niveau des collaborateurs, des acteurs internes au niveau aussi des services RH et puis de la ligne hiérarchique, mais aussi des acteurs externes qui peuvent être présents pour vous et vous consolider dans votre fonction. Et puis aussi cultiver le bien travailler, hein, puisque je vous en ai parlé en introduction, mais il n'y a pas de bien-être au travail sans un bien travailler au travail. Et si on a évoqué des chiffres hein, qui montrent que les salariés sont de plus en plus et très soucieux de parler ouvertement avec leur manager, le RH et leur direction de la qualité de vie au travail, la santé mentale au travail, ils sont aussi très soucieux de pouvoir jouir de bonne qualité pour travailler. Ils ont envie de travailler. Et ça, parfois, le fait de parler de bien-être au travail, ça amène à une confusion, comme si les collaborateurs avaient plus envie d'être bien au travail que de bien travailler. En fait, c'est pas vrai. Tous les chiffres le montrent et tous les intervenants qui interviennent dans les entreprises le disent, il n'y a pas de bien-être au travail sans un bien travailler, donc vous pouvez largement associer vos deux grilles d'analyse, à la fois les outils pour une bonne santé mentale et puis les outils pour qualifier, regarder, évaluer les performances au travail. Et donc j'axe maintenant votre attention, j'attire votre attention et j'axe mon propos sur avoir une logique rétex, mais surtout sans en avoir peur, parce que c'est une logique tout à fait responsable, professionnelle, mais qui doit être aussi maîtrisée, comme l'a démontré aussi Charlotte dans son exposé. Elle demande une démarche qui doit être rigoureuse, c'est vrai, mais qui porte ses fruits. Dernièrement, je suis intervenue dans une organisation sur un incident grave, indésirable, hein, c'était dans un EHPAD, et puis un résident a attenté à ses jours.
il a il a fait une tentative de suicide dans un EHPAD. Et évidemment, le personnel était choqué, la direction était choquée, mais au-delà du choc émotionnel, si vous voulez, ce choc émotionnel cachait peu quand même aussi parfois des difficultés au sein de l'organisation et les tensions qui pouvaient exister au sein des professionnels. Et chacun pouvait aussi très mal vivre ce phénomène grave, hein, qu'une personne au sein de cet EHPAD pouvait avoir envie de porter atteinte à ses jours jusqu'à le faire. Mais du coup, la direction, c'est vrai que n'avait, par peur de l'enjeu réglementaire et judiciaire, parce qu'évidemment, il y avait la gendarmerie, par peur à oublier, on va dire, ou a été empêchée, s'est empêchée elle-même, parce qu'elle a été prise par la peur, d'avoir une analyse et un accompagnement de cette situation dans une logique de rétex, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut comprendre les choses et de faire l'arbre des causes. Et l'arbre des causes, c'est pas l'arbre des mises en cause, ça n'a rien à voir. Et là, ça s'est transformé un peu en ça, c'est-à-dire c'est l'arbre des mises en cause, qui est responsable et qui va devoir porter la responsabilité de cet événement. Et on sait bien qu'en fait, dans ces logiques-là, il n'y a jamais de réponse simple à un problème complexe et c'est toujours multifactoriel. Et ça ne veut pas dire qu'on fait la chasse aux responsabilités. Ça veut simplement dire que, en tant que responsable, et chacun responsable, il est l'heure, très souvent en fait, dans nos organisations, de pouvoir se reposer la question de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça produit, aussi en choses positives et en production favorable, et aussi en choses plus désagréables et en production avec moins de bénéfices et parfois même avec des vrais problèmes. Et c'est important d'avoir cette logique de rétex. Et l'accompagnement de la direction a été effectivement de passer d'une logique d'arbre des mises en cause à une logique d'arbre des causes et de réaffilier finalement toute l'organisation et tout le personnel autour de qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que ça nous fait ensemble? Et puis maintenant, comment ça peut devenir une nouvelle compétence institutionnelle, organisationnelle, qu'on a nommée la prévention du risque suicidaire, et ça a réaffilié l'ensemble des professionnels sur aussi une nouvelle procédure, mais au-delà de ça, c'est d'avoir plus de qualité, d'envie de revenir au travail, de remobilisation professionnelle, ces facteurs de santé mentale individuelle et collective, et évidemment ces facteurs d'indicateurs de réussite professionnelle, parce que là, l'établissement, pour la peine, va pouvoir mettre en avant un vrai plus qui est une évaluation, une prise en compte, un nouveau réseau et des procédures pour permettre que la qualité à ce niveau-là, même si le risque zéro n'existe jamais, de pouvoir mettre en avant toutes leurs compétences et leurs soucis, parce que c'était aussi avec du sens au travail que toute cette équipe avançait. Donc vous voyez bien qu'à travers cet exemple, les indicateurs de bonne santé mentale, individuelle, collective et institutionnelle se calquent parfaitement sur des importants pour des organisations, le risque réglementaire, de le baisser évidemment, et puis d'augmenter le vivre ensemble professionnel et puis de réaffilier chacun autour du sens au travail et d'avoir plaisir à revenir travailler. Donc voilà pour ces 3 clés que je souhaitais vous proposer à mon tour. Enfin, et ce sont des slides, hein, tout l'ensemble vous sera envoyé, vous pouvez dès à présent le télécharger bien évidemment, et vous aurez la capture de cet enregistrement. Vous pourrez à tête reposée, après ce webinaire, vous pourrez vous poser la question effectivement de quelles sont les 4 actions concrètes à déployer du côté du salarié acteur. Vous pouvez envisager des stratégies d'accompagnement, des stratégies de formation, des stratégies de co-construction en interne, en externe. D'ailleurs, il y a des leaders qui peuvent se révéler sur des actions de formation, sur des formations segmentées, sur des points précis, en reprenant peut-être des besoins qui ont été repérés par des collaborateurs et de leur proposer est-ce que
parmi ces propositions que vous avez faites, l'un d'entre vous se sentirait capable ou en tout cas de porter une envie de répondre justement à ce besoin en l'aidant, évidemment, en l'accompagnant, mais en faisant partie d'une équipe et qui peut-être pourra être aussi un formateur pour d'autres personnes, ce qui permet aussi de renouveler de l'adhésion de ce salarié dans les différentes dimensions de son travail au sein de l'organisation. Donc ça peut être du psycho-coaching, évidemment. Positive View, comme d'autres structures, vous en proposent. Vous pouvez vous renseigner sur les partenaires qui sont autour de vous. Un accompagnement au repositionnement et au bilan de compétences, c'est très utile de pouvoir interroger ce qui a pu être satisfaisant ou insatisfaisant aussi dans la perception de mon bien-être et de ma qualité de vie au travail, en associant ces deux notions, mon bien-être au travail et mon bien travailler. Avec des expériences de formation, mais des expériences tout court, j'ai envie de dire, de porteuses de sens, comme l'exemple que je vous ai donné. Là, cette expérience a été très porteuse de sens. Et puis, des actions co-créatives en fonction de l'initiative et des envies de chacun. Du côté des RH, des managers aussi, il s'agit de peut-être porter votre attention sur 4 actions concrètes que vous pourriez déployer au service, j'ai envie de dire, au bénéfice de la direction des managers et des RH, des audits destinés, comme on l'a vu aujourd'hui, pour mesurer, et aussi avoir une appétence pour démocratiser et favoriser les retours d'expérience, aussi en disant tout ce qui ne marche pas. Voilà. Un manager mais il développe, les managers sont typiquement des articulations, des postes où il y a énormément de rétextes qui sont perdus parce que en fait, ils développent des adaptations permanentes et certaines marchent, d'autres pas, mais il y a une perte considérable de ce savoir presque intuitif qui ne se transfère pas au service d'à côté ou au manager d'à côté et c'est vraiment très dommage parce que notamment il y a une perte d'information et de savoir-faire, mais aussi il y a une perte de valorisation tout ce qu'a pu mettre en place ce manager et ce à quoi il a pu aussi s'adapter dans son service. Donc de démocratiser et favoriser ça, de dire aussi tout ce qui marche pas, de se rappeler qu'avant qu'une chose marche, on a essayé plein de choses qui marchaient pas. Et vous pouvez aussi vous inspirer du côté du sport, parce qu'il y a beaucoup d'échecs avant de réussir. Vous pouvez vous inspirer aussi de côté de d'autres personnalités qui parlent énormément de leurs échecs de façon décomplexée, parce qu'on ne peut pas réussir sans se tromper. Et de mettre en place des processus d'évolution de ces démarches. Évidemment, les anglophones, les Américains, mais aussi les Canadiens, sont très très forts pour pouvoir parler de tous leurs échecs de façon très décomplexée, parce que ce qui marche en fait, c'est d'essayer, c'est ça qui compte, c'est d'analyser, d'essayer, de mettre en place, de construire une démarche, peu importe si elle va viser l'objectif, en tout cas, elle a visé quelque chose, c'est la posture, c'est l'intention et c'est de commencer à mettre en place quelque chose qui finira par marcher. Donc, c'est très important d'avoir cette culture, voilà, à la fois du bien-être, mais de ne pas avoir peur aussi de dire et de parler, d'évoquer de tout ce qui n'a pas marché. Vous avez accès à nos ressources dédiées, hein, évidemment. Positive View, parmi d'autres, peuvent vous proposer un certain nombre de ressources auxquelles vous pouvez accéder et qui peuvent alimenter, convaincre aussi vos responsables et faire adhérer vos collaborateurs pour cette dynamique d'évaluation et de production de la bonne santé mentale au sein de vos entreprises. Voilà. Donc, il me semble, Charlotte, à moins que tu souhaitais peut-être revenir sur un point, mais que nous avons livré ce que nous souhaitions vous transmettre ce matin. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc, on va pouvoir partir sur les questions-réponses, je pense. Voilà. Questions-réponses par le chat ou en direct. Hein. N'hésitez surtout pas à nous interpeller sur des points qui vous ont interrogé ou peut-être des points que nous n'avons pas abordés et que vous auriez souhaité voir abordés. N'hésitez surtout pas à nous en parler.
S'il n'y a pas de questions, je peux vous proposer de prendre un petit peu de temps pour répondre au sondage qui a été créé par Positive View. Et éventuellement de nous indiquer quel était votre sentiment sur ce webinaire par les émoticônes que vous avez à votre disposition. Nous allons, si pas d'autres questions ne viennent, nous allons vous laisser à vos préoccupations avec peut-être deux engagements que nous souhaitons vous transmettre. Le premier, c'est de choisir parmi tout ce qui a été exposé deux éléments, deux objectifs, pas forcément les plus grands, mais 100% faisables pour vous, que vous pouvez mettre en place, que ce soit lire, partager, poser la question, évaluer, faire un audit, ce que vous voulez, pour que ce soit faisable. Donnez-vous un temps, avant la semaine prochaine, contactez une personne ressource, au moins une personne ressource avec qui vous pouvez faire équipe sur ce sujet et voyez si ça draine de l'énergie. Et à ce moment-là, s'il y a de l'énergie, vous avez un gros potentiel pour pouvoir mettre en place votre démarche. Voilà, Charlotte, est-ce que ce sera le mot de la fin? Je crois. Merci à tous. Alors, et puis peut-être à bientôt, on l'espère, dans le cadre d'autres webinaires qui arriveront nombreux. Nous l'espérons également avec Positive View pour vous accompagner sur différentes questions et notamment la qualité de vie au travail. Bonne journée à tous, bonne continuation.